Bon, si on vous donne le choix entre loup-garou et vampire, vous choisissez quoi? Et je parle pas de mater un film ou même de jouer à un jeu de rôle. Là, on va plutôt voir ce que ça fait de vivre comme un vampire ou un loup-garou dans la vraie vie. Parce que lequel serait le plus horrible à vivre selon vous? Approchez-vous mes paillaras, nos deux cobayes vont tester chacun de leur côté la vie d'un loup-garou ou d'un vampire. Vous allez découvrir les aspects les plus terribles du quotidien des deux types de monstres. Et dans les deux cas, vous allez voir que en vrai, il y a vraiment des trucs franchement relous. On va voir déjà ce que ça fait de se transformer en loup ou en vampire. Quels sont les effets parfois hyper chiants sur le quotidien, et on verra aussi comment c'est compliqué d'avoir une vie sociale équilibrée. Et enfin, vous verrez qu'on se fait souvent chasser ou même tuer d'horribles manières. Voilà le programme. Là, sans plus attendre, on commence par l'étape de la transformation. Mais avant de plonger dans ces histoires, en faisant des recherches sur le sujet, notre cobaye Gustave, il a développé une passion pour les loups. Et comme il peut pas s'empêcher de vouloir le partager avec ses fans, il décide de créer un site web autour de cette nouvelle passion, on va dire dévorante quoi. Sauf que en fait, il ne connaît pas grand chose en création de site web. En vrai, son job à la base, c'est quand même cobaye, quoi. Là, comme tu le vois, Gustave, on a une petite solution à t'apporter. Ça s'appelle tout simplement Odoo. En fait, c'est un outil de gestion d'entreprise tout en un, qui permet notamment de se lancer sur le web avec un service d'hébergement et de support en illimité, ainsi qu'un nom de domaine personnalisé gratuit pendant 1 an. Et là, comme Gustave, vous voyez, vous pouvez vous rendre sur Odoo et sélectionner l'application site web. Et là, ça vous permet de créer un site web de manière gratuite, rapide et efficace. Là, vous voyez, pour notre cobaye, c'est quand même super facile. Il fait du glisser-déposer des différents blocs dont il a besoin pour pouvoir créer son petit site web sur les loups. Il choisit ses couleurs, ses fonds, et grâce à l'intégration de l'IA et notamment de ChatGPT, ça peut l'aider à créer du texte autour des loups. Bref, si comme lui vous voulez créer un site web pour pouvoir peut-être partager votre passion ou même promouvoir votre business, vous pouvez aller checker la plateforme Odoo sur leur site web et l'ensemble des applications qu'ils proposent. Le lien est dans la description, je rappelle. D'ailleurs, profitez-en puisque la première application est gratuite. Là par exemple pour Gustave, c'était le site web, mais ça pourrait être ce que vous voulez. Quant à nous, il est temps de commencer notre histoire à propos d'une légende de loup-garou. Bon, déjà, est-ce que vous connaissez l'histoire de Lycaon? C'est un récit de la mythologie grecque. Parce qu'en fait, un jour, Zeus décide de lui rendre visite. Et Lycaon, qui était plutôt du genre cruel, décide de faire tuer l'un de ses 50 fils, il en a un paquet, pour le servir comme repas à Zeus. Sauf que Zeus s'en aperçoit à temps et il décide de foudroyer les fils de Lycaon. Et lui jette un sort à lui pour qu'il se transforme en loup. Ses vêtements se changent alors en poils, ses bras et ses jambes deviennent des poils, et seul son regard cruel n'est pas fait de poils. Ce mythe explique la transformation d'un être humain en loup. C'est ce qu'on appelle donc la lycanthropie. Et c'est ce qui arrive à notre cobaye un soir de pleine lune. Là, le voilà transformé en un terrible loup-garou. Et en fait, le mythe du loup-garou est super présent du Moyen-Âge au XVIIIe siècle en France. Car les loups faisaient clairement beaucoup plus partie de notre quotidien. Alors, on comptait environ 20 000 loups à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a que 600 en France. Un peu comme la légende médiévale bretonne du Bisclaveret. Et elle raconte l'histoire de la femme d'un baron qui s'aperçoit que 3 fois par semaine, son mari disparaît durant la nuit. Dis donc, ça ressemble un peu à de l'adultère. Mais en vrai, c'est bien pire que ça. En fait, il lui avoue qu'il se transforme en loup et qu'il part chasser pour se nourrir la nuit. Mais en tout cas, il lui demande de garder le secret et surtout de ne jamais toucher à ses fringues. Car c'est son seul moyen de redevenir un homme. Sa femme, qui est terrorisée à l'idée de vivre avec un loup-garou, décide d'embaucher un chevalier pour l'aider à voler les vêtements de son mari. De sorte à ce que lui se fasse tuer en restant sous la forme d'un loup. Sauf que sa femme finit par se faire arrêter par le roi du coin et par rendre les vêtements de son mari. Bon, il y a souvent une dimension religieuse et puis des croyances derrière tous ces trucs liés au loup-garou. On associe d'ailleurs la transformation en loup souvent à un mauvais sort, même un pacte avec le diable. Par exemple, dans le folklore irlandais, on retrouve l'idée que tous les 7 ans, un couple était maudit et transformé en loup. Et s'ils réussissaient à survivre pendant ce temps-là, ils avaient le droit de reprendre leur forme humaine. Sympa. Et en France, on a aussi la légende auvergnate de Rimbaud de Pouget, qui est un ancien soldat qui fut transformé en loup-garou par magie et qui dévora alors des villageois au XIIe siècle. Mais il finit par se faire attraper et on lui coupa le pied. Ça me paraît un peu radical. Et c'est qu'après cette blessure qu'il reprit sa forme humaine. Voilà, pour faire un peu plus simple, il faut vraiment comprendre qu'en tant que loup-garou, vous devez vivre avec le sentiment d'être maudit et que tout le monde ne puisse pas vraiment vous saquer, quoi. Soit on vous tue, soit on brise le sort, mais vous êtes un peu à la merci des autres. D'ailleurs, il n'est pas impossible que notre cher cobaye se soit transformé à cause d'un sort jeté par quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Mais regardons désormais du côté des vampires. Bon là, forcément, vous allez penser à Dracula. Sauf que Dracula, en vrai, il a vraiment existé. Vous savez, le personnage que vous connaissez avec sa cape, son teint un peu palo, ses 2 petites canines pointues, ça apparaît dans le film Nosferatu qui est sorti en 1921. Sauf que ce monstre, il a été inspiré d'un personnage qui a été inventé par un écrivain irlandais, Bram Stoker, au 19e siècle. Mais encore avant ça, le mythe de Dracula viendrait en vrai d'un certain Vlad III, un prince qui aurait vécu en Roumanie au 15e siècle. J'ai d'ailleurs fait une bonne vidéo sur le sujet. Le gars était pas tendre, mais il a vraiment existé.
Après, pour devenir vampire, bon bah vous le savez, hein, soit on est vampire, soit on le devient en se faisant mordre par un vampire. Et là, pour notre autre cobaye, là, le professeur Balthazar, bah malencontreusement, il a été mordu par un vampire. Si on remonte vraiment à l'origine des vampires, bah à la base, c'est quand même des morts vivants. Et ça, c'est le cas d'un certain Peter Plogojovic, qui aurait vécu dans un village en Serbie au XVIIIe siècle. Et la légende veut que 3 jours après sa mort, il soit revenu chez lui pour demander à son fils juste de quoi bouffer. Déjà, bonjour, hein? On n'est pas des chiens? Bon, il fit ça quelques soirs de suite, mais à un moment, son fils refusa de le nourrir. Et le lendemain, on le retrouva alors mort. Le fils. Quelques jours plus tard, plusieurs villageois moururent de manière aussi soudaine. Sauf que juste avant de mourir, certains ont déclaré avoir reçu la visite du fameux Peter qui était censé être décédé et que ce dernier les avait mordus et bu leur sang. Là, on se mit à enquêter, on alla même ouvrir la tombe de Peter, y découvrir que son corps n'était pas décomposé et que du sang coulait de ses lèvres. Et là, en voyant ce type qui avait pas l'air complètement mort, eh bien, ils ont dit que c'était un pire. C'est le mot serbe pour désigner un démon. Et c'est donc là que vient le mot vampire, tout simplement. C'est pas simple, mais j'ai compris. Et vous le voyez, en fait, cette légende se base aussi sur la croyance comme quoi boire du sang, ça pourrait redonner la jeunesse, voire la vie. Mais en vrai, le fait de boire du sang, c'est un truc qu'on retrouve quand même pas mal de fois. Mais ça, on en reparlera. Parce que là, déjà, vous le voyez, notre cobaye, du coup, il est condamné à boire du sang pour survivre. Maintenant qu'on sait comment on devient un vampire ou un loup-garou, voyons vraiment les effets sur la vie quotidienne. Bon, déjà, une fois transformé en loup-garou, votre principal objectif, ça va être de vous nourrir, n'est-ce pas mon cher Gustave? Regardez-moi sa gueule, ça va vraiment pas. Hein. Donc clairement, soit vous bouffez une petite brebis sans défense, soit vous tapez directement dans de la chair humaine. Et ça, bah en fait, c'est le choix qu'a fait un vagabond nommé Jacques Rollet en 1598 dans la vallée de la Loire. Voilà le topo. On avait un soldat du château d'Angers qui faisait une ronde et à ce moment-là, il croisa sur son chemin une charrette et il eut alors une vision d'horreur. Parce que sur la charrette, il y avait le corps lacéré et ensanglanté d'un jeune homme d'une quinzaine d'années. Et à l'arrière, attaché à une corde, on avait Jacques Rollet qui était recouvert de sang. En fait, c'est des villageois qui l'avaient attrapé et qui racontèrent que Jacques avait attaqué et commencé à dévorer le jeune garçon avec 2 autres loups. Sachant que lui-même avait un peu l'apparence d'un loup, je précise. Sachant que plus tard, durant son procès, Jacques a déclaré très calmement qu'il se transformait souvent en loup grâce à une sorte de potion spéciale. Et d'ailleurs, il a affirmé qu'il lui arrivait régulièrement de manger des enfants et des femmes qui se perdaient un peu dans la forêt. Un homme normal, quoi. Alors je le précise, hein, ce sont des sources véridiques là du coup qui racontent cette histoire, mais bon, comme ça date du Moyen-Âge, c'était il y a 500 ans, à quel point c'est vrai, c'est faux. En tout cas, il est possible que si cette histoire est vraie, eh bien ce cher Jacques était peut-être atteint de troubles psychologiques qu'on n'avait pas trop déclarés et potentiellement il pouvait avoir des crises où il se prenait pour un loup. En tout cas, les gens qui avaient des troubles psychiatriques au Moyen-Âge, on avait tendance à les chasser et les forcer à vivre dans la nature comme des bêtes. Et comme ils avaient des cheveux et puis de la barbe longue, on peut parfois un peu les confondre avec des vrais loups. Bon après, détendez-vous un petit peu, les loups-garous parfois ils étaient sympas. Et ça c'est le cas par exemple des wolvers, ce sont des loups-garous solitaires du folklore écossais. Et c'est l'écrivaine en fait Jessie Saxby qui raconte dans un livre que des hommes ressemblant à des loups-garous vivaient sur les îles Shetland, au nord de l'Écosse. Et selon elle, ils étaient pacifistes et ils n'attaquaient pas les humains. En fait, ils passaient plutôt leur temps à pêcher et ils vivaient dans des grottes. Bon, en tout cas, si vous allez là-bas, vous verrez que la légende est assez populaire, mais il semblerait que ce soit juste une invention de l'auteur. Quoi qu'il en soit, le loup-garou reste quand même associé au loup, qui est lui-même, hélas, un petit peu associé à l'image du diable. Et à l'époque où les gens sont un peu sur les nerfs par rapport à tout ça et qui sont quand même assez croyants, dès qu'on voit un truc chelou avec des canines, c'est maléfique, on le pourchasse, on le défonce. Donc, concrètement, si vous êtes un loup-garou, vous aurez plus tendance à être chassé par les humains que vous-même à les chasser. Tous les soirs, il doit se cacher quand il se transforme en loup-garou chaque soir pleine lune. Donc, déjà, si vous êtes un loup-garou, vous êtes censé vous transformer que lors des nuits de pleine lune. Donc, ce n'est qu'une seule fois par mois et ça ne dure que 3 nuits. Donc voilà, ça reste gérable. Concrètement, 90% du temps, vous êtes un humain. À l'origine, la transformation a lieu les soirs de nouvelle lune. Cela s'inscrit dans le contexte de l'époque et la volonté de l'Église de lutter contre le paganisme. La déesse de la lune, Diane dans la mythologie romaine et Sélénée dans la mythologie grecque, était alors assimilée à une sorcière dotée de pouvoirs maléfiques et qui aurait pactisé avec le diable. Donc vous le voyez, notre cobaye se transforme en un loup à chaque pleine lune. Mais du côté des vampires, est-ce que la vie quotidienne est plus facile? Parce que les vampires, eux aussi, leur première préoccupation, c'est de bouffer. Et donc plus exactement de siroter le sang de leurs victimes. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire vraie de Citaran, qui était un tueur suceur de sang? En fait, c'est le nom d'un homme qui a débarqué depuis le Mozambique, sur l'île de la Réunion, au début du XXe siècle. Et là, très vite, il se lie d'amitié avec un groupe de bandits qui pratiquent la magie noire. Et qui le pousse à commettre des crimes plutôt horribles, hein, faut quand même le dire. Parce qu'en effet, à la tombée de la nuit, il se rend chez ses victimes pour leur voler leurs objets précieux. Et en les endormant grâce à une sorte de poudre magique.
Sauf qu'ils se contentent pas de les voler, non. En fait, il les aurait aussi mordus au cou pour récupérer leur sang pour des rituels de magie noire. Et le type avoue avoir fait 7 victimes, mais à un moment, il a fini par se faire attraper et guillotiner. Encore de nos jours, si vous allez à La Réunion, vous verrez que son histoire est quand même très présente. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui lui vouent un culte et qui continuent à mettre des fleurs sur sa tombe. Donc voilà, il y a quand même plus de 100 ans et les gars, ils continuent encore. Mais en vrai, le mythe du vampire suceur de sang... Merci pour la précision, ouais. Eh bien, ça vient quand même de l'association avec des chauves-souris de la famille Desmodontinae, et qui, elles, sont présentes en Amérique du Sud. Et en fait, ces chauves-souris ne s'attaquent qu'à du bétail ou à des cadavres d'animaux, dont elles ne font que lécher le sang en présence d'une plaie. Et là, notre cobaye, lui, se contente quant à lui de mordre ses victimes pour boire leur sang. D'ailleurs, un autre petit pépin aussi quand on est un vampire, évidemment, c'est le soleil. Et en réalité, ça viendrait d'une maladie qui existe vraiment. En fait, ça s'appelle la protoporphyrie érythropoïétique. Hop là, c'est terminé. Et en 2017, une étude franco-américaine a découvert qu'elle était en fait causée par une mutation génétique. Et en fait, les chercheurs ont montré que les personnes atteintes de ça n'arrivent pas à produire de l'hème. L'hème, en fait, c'est une substance qui, associée au fer, donne la fameuse couleur rouge au sang. Là, ces personnes ont donc un teint super pâle, un peu comme les vampires. Et en plus de ça, elles sont clairement anémiées. Donc en gros, elles manquent de fer dans le sang, ce qui a donc pour conséquence de les rendre tout le temps quand même pas mal fatiguées. Et en fait, le souci, c'est qu'elles sont aussi super sensibles aux rayons UV du soleil. Si elles sortent dehors en pleine journée, des cloques se mettent à se former sur leur peau à une vitesse abusée. En résumé, certains spécialistes pensent que cette maladie serait en partie à l'origine du mythe des vampires suceurs de sang. Avant l'arrivée des traitements modernes, certains malades buvaient du sang d'animaux pour se soigner. Bref, que ce soit donc des loups-garous ou des vampires, la vie quotidienne n'est pas simple, mais vous allez voir que la vie sociale est clairement pas mieux. Sauf pour certaines personnes qui surkiffent ce mode de vie. Toru Ueda est un ingénieur japonais qui, du jour au lendemain, s'est dit « Ok, j'en ai marre d'être un humain, moi je veux être un loup ». Très sérieusement, il a dépensé près de 20 000 € pour se faire fabriquer un costume de loup sur mesure. Et en fait, il a fait ça car il voulait avoir un moyen de fuir la société, la pression du travail et les relations sociales. Mais par contre, il refuse qu'on l'appelle loup-garou car il veut vraiment donner une image positive de lui. Par exemple, il n'a pas envie de se montrer en loup, en public ou même à des soirées déguisées. Mais il est surtout possible que ce soit un trouble psychiatrique qui serait lié à une phobie sociale. Parce que par exemple, au 19e siècle, des scientifiques avaient clairement confondu certaines maladies psy avec la lycanthropie. C'était le cas par exemple de plusieurs patients schizophrènes qui étaient convaincus d'être des loups-garous. Mais il n'y a même pas besoin de remonter à l'époque, en fait, même encore de nos jours, il y a des gens qui sont convaincus d'être des loups-garous. Comme par exemple Naya Okami, qui est une américaine de 28 ans, qui pense être une louve. Alors même si elle porte des oreilles et une queue de loup, elle sait quand même au fond d'elle que c'est physiquement pas une louve. Juste, elle a déclaré être persuadée d'être psychologiquement et spirituellement un loup. Alors du coup, suite à ça, les gens trouvent ça un petit peu ridicule et se sont mis à la harceler sur les réseaux. Et du coup, face aux gens qui pensent qu'elle est folle, elle répond que tout va bien dans sa vie, elle a un job, un copain et elle est heureuse comme ça. Et en fait, vous voyez, avec cette fille, là, c'est un peu un phénomène qu'on appelle les terriens, qui sont en fait des gens qui se sentent plus animaux qu'humains. Alors ça peut vous paraître dingue, mais ça existe pour pratiquement tous les animaux. Et d'ailleurs, pour notre cobaye Gustave, pour ne pas se faire griller en tant que loup-garou, il s'est mis à participer à des conventions de terriens. Bref, il y a aussi une autre explication qui peut amener des humains à être confondus avec des loups-garous. Et ça, c'est une maladie super rare qu'on appelle l'hypertrichose. En fait, ça fait que vous avez énormément de poils qui recouvrent tout votre corps et parfois même aussi l'ensemble de votre visage. Ça, c'est le cas par exemple de Jesus Aceves, qui est mexicain et qui a clairement cette maladie. La vie a été dure pour moi. À l'école, les gens se moquaient de moi, ils me frappaient, voire même s'amusaient à tirer sur mes poils. J'étais tellement triste que j'ai sombré dans l'alcool à l'âge de 13 ans. Le pire, c'est qu'une fois adulte, personne ne voulait m'embaucher à cause de ma différence. J'ai fini par travailler durant 20 ans dans des cirques avec un salaire de 8 $ par jour uniquement. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'en foutre du regard des autres. En résumé, si vous êtes un loup-garou, vous avez quand même la possibilité de trouver des gens qui vous ressemblent dans la vraie vie. Mais alors, est-ce que ça peut être le cas aussi si vous êtes un vampire ? Alors essayons de voir, en tant que vampire, si vous pouvez trouver des gens qui pourraient être des potes. Déjà, tout d'abord, je peux vous présenter Maria José Cristerna, connue tout simplement comme la femme vampire mexicaine. Alors de base, c'est surtout une tatoueuse qui est quand même assez célèbre et qui détient le record de la femme la plus tatouée au monde avec 96% de son corps. Mais surtout, elle s'est fait tailler ses canines pour qu'elle ressemble vraiment à celle d'un vampire. Elle a même d'ailleurs créé sa marque de fringues appelée Femme Vampire. En fait, de manière générale, elle s'est fait un kiff et elle a fait plein de modifs sur son corps. Alors à la base, c'était aussi pour se le réapproprier après avoir subi des violences conjugales. Alors bon, là, c'est plus du déguisement. Elle a pas vraiment le mode de vie vampire, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, mais au moment où le film Twilight était sorti... Dis-le à voix haute.
les dentistes avaient reçu un nombre incalculable de demandes de l'image de canine. Et là, notre cobaye Balthazar, il n'est pas hyper convaincu par ces transformations. C'est un peu trop de la poudre de perlimpinpin, quoi. Mais il y en a un qui pousse le délire un peu plus loin. C'est un jeune Anglais qui s'est fait surnommer Darkness Vlad Tepes. Et lui, par contre, il a vraiment décidé de vivre comme un vampire au quotidien. Je m'habille toujours en noir et je dors même dans un cercueil fabriqué sur mesure. Ça m'arrive même de boire du sang de vache ou de cochon, à défaut de boire du sang d'humain. Du coup, vous voyez que c'est un peu compliqué quand même pour lui, mais ça n'empêche pas certaines personnes d'aller encore plus loin. C'est le cas par exemple du couple d'Américains Logan et Diley South. En fait, eux, vous voyez, ils sont clairement convaincus d'être nés vampires. Ils s'habillent comme des vampires, ils ne vivent que la nuit et ils dorment le jour, ils évitent même d'aller au soleil. Mais ils poussent le délire encore plus loin en formant un trouble avec une certaine Ilona, qui leur sert en fait de donneuse de sang. Donc très clairement, la meuf leur fournit des poches de son propre sang pour les nourrir une fois par mois. Mais bon, vous voyez qu'en tant que vampire, vous pouvez aussi vous faire des potes chez des humains qui se prennent pour des vampires. Sauf que petit bémol, vous êtes censé être immortel car vous aspirez la force vitale de vos victimes en buvant leur sang. Voilà, comme vos potes sont mortels, au fil du temps, ils meurent quoi. Du coup, vous perdez vos potes, donc faut en refaire. Non, j'ai pas d'amis. Sauf peut-être si vous devenez pote avec un certain Brian Johnson, qui est un entrepreneur américain de 45 ans. Et lui, il est clairement obsédé par l'idée de rajeunir et il dit même qu'il a inversé le processus de vieillissement. En fait, il fait du sport en permanence, il fait des tests médicaux quotidiens, il se nourrit que de compléments alimentaires. Et il dépenserait même environ 2 millions de dollars par an pour se faire transfuser du sang de son fils âgé de 17 ans. Donc faut vous attendre à avoir des potes un peu bizarres si vous êtes vampire quand même. People think you're weird, don't they? Mais maintenant, dans notre dernière partie, vous allez voir que beaucoup de gens veulent votre mort coûte que coûte. Alors bon, ça vous commencez à le saisir, les loups ont toujours été considérés comme des menaces parce qu'ils dévoraient le bétail. Mais c'était encore pire quand ils s'attaquaient à des hommes. Regardez par exemple l'hystérie collective qui a touché la France lors de l'affaire de la bête du Gévaudan. Un supposé loup-garou qu'aurait fait de nombreuses victimes au Moyen-Âge, et amenant même le roi de l'époque à faire intervenir ses soldats pour traquer la bête. D'ailleurs, j'en avais même parlé sur ma vidéo Iceberg sur les cryptides, ça c'était sur ma chaîne Contrefécamp. Mais il existe aussi une autre légende qui montre quand même la haine des hommes envers les loups-garous. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Peter Stumb? En fait, c'est un fermier qui vivait en Allemagne au XVIe siècle. Sauf que le petit gars, il a décidé de pactiser avec le diable afin de pouvoir se transformer en loup-garou. En tout cas, c'est ce qu'il aurait confessé lors de son procès en 1589. Entre-temps, il a fini par se faire choper, et en vrai, il était temps, car il a eu le temps d'assassiner et dévorer 16 personnes. D'ailleurs, pire que ça, il a avoué qu'il avait dévoré les corps et que son fils et sa fille étaient les premières victimes. En fait, il aurait mangé le cerveau de son fils et il aurait abusé sexuellement de sa fille. Bon, après son procès, il fut attaché à une roue, écorché vif, on lui broya les os et on brûla son corps. Et juste avant de le brûler, on lui coupa la tête et on la plaça sur un pic pour faire bien passer le message que être un loup-garou, c'est pas ouf. Alors là, vous allez me dire que on n'est pas au Moyen-Âge, maintenant ça se passe plus comme ça. Et les gens aujourd'hui, ils ne croient plus dans l'existence des loups-garous. Voilà, c'est des légendes quoi. Mais détrompez-vous. Parce que, est-ce que vous connaissez l'histoire du loup-garou de Hull en Angleterre? Parce que en 2016, une femme a raconté avoir vu un homme se transformer en loup près d'un canal. Au même endroit, un couple aurait même aperçu une créature velue gigantesque en train de dévorer un berger allemand au bord du même canal. Et le truc, c'est que les habitants de Hull ont vraiment flippé car en fait, il existait une légende de loup-garou surnommée The Hull Stinker aurait terrorisé les habitants de cette ville au 19e siècle. Et depuis longtemps, la légende disait que la police locale possédait un stock de balles en argent pour tuer le fameux loup-garou au cas où il réapparaîtrait. Apparemment, le meilleur moyen de tuer un loup-garou, ce serait un objet en argent comme une épée ou même une balle de fusil. Et en 2016, les autorités de la ville ont vraiment pris les choses au sérieux et organisé une vraie chasse au loup pour rassurer la population, notamment avec des caméras infrarouges pour le surprendre pendant une nuit de pleine lune, par exemple. Ça semble avoir marché puisqu'on l'a pas revu. Donc si vous êtes un loup-garou comme notre cobaye et que vous vous faites choper, il risque de vous arriver des trucs vraiment pas ouf. Il n'y a qu'à voir actuellement dans la vraie vie les clashs qui peuvent y avoir entre les éleveurs et les défenseurs des animaux qui voudraient remettre le loup dans la forêt en France. Et d'ailleurs, vous voyez, la petite boulette, c'est que notre cobaye, là, il a pas pris assez de précautions lors de l'une de ses transformations. Et il a failli se faire tuer par un berger qui craignait pour ses moutons. Mais est-ce que vous auriez plus de chance si vous étiez un vampire? On va voir. Alors en 2022, un squelette étrange datant du XVIIe siècle a été retrouvé dans le cimetière de Pienne, en Pologne, par un archéologue. Et en fait, c'était le corps d'une femme et une faucille placée au-dessus de son cou et plantée dans le sol. Comme si on avait voulu l'empêcher de se relever. Et en vrai, ce serait la tradition d'enterrer comme ça les gens quand on pensait que c'était des vampires. Car on imaginait qu'en essayant de revenir à la vie, au moment de se relever, la faucille leur trancherait la gorge et ce serait réglé. D'ailleurs, autre petit détail, mais un cadenas était accroché à son orteil. Et là encore, selon la tradition, le cadenas est censé attacher le corps au monde des morts pour l'empêcher de ressusciter. Vraiment très sérieux. Clairement, à l'époque, il y a des gens qui craignaient vraiment le retour à la vie des vampires. Sauf qu'il semble que certaines personnes flippent toujours de croiser un vampire, à notre époque actuelle.
C'est ce qui par exemple s'est passé en 2012 dans un petit village de Serbie. Et là-bas, un moulin très ancien était censé avoir appartenu à un vampire du XVIIIe siècle du nom de Sava Savanović. Et ce type à l'époque, il avait tellement terrorisé les habitants du village que ses propres descendants avaient fini par transformer le moulin en musée. Sauf que comme le moulin a mal été entretenu, voilà, il s'est effondré durant l'hiver 2012. Et là, eh bien, la mairie du village aurait rédigé un arrêté officiel invitant la population à protéger leur maison avec des gousses d'ail et des crucifix. Vraiment, en tant que vampire, faut pas s'étonner si on vous attaque avec de l'ail. D'ailleurs là, notre cobaye Balthazar doit clairement éviter de passer à côté d'un étal d'ail au supermarché, quoi, typiquement. Mais là, vous dites, mais ça remonte à quand ce truc-là? En fait, ça remonte à une vieille tradition de l'Égypte antique puis de la Grèce antique. En fait, très tôt, on a découvert que l'ail était un bon antiseptique pour les blessures. Et à partir de ça, on a pensé qu'il aurait aussi des pouvoirs magiques contre le mal. Et notamment qu'il pourrait servir contre les morsures de serpents. Mais le fait de vous faire buter par une gousse d'ail, c'est pas le pire qui puisse vous arriver en tant que vampire. Parce qu'en effet, en 2017, tout un pays est parti en sucette dans une chasse aux vampires. Ça se passe dans un pays d'Afrique, le Malawi, où certaines personnes ont été accusées par des habitants de petits villages d'être des vampires, car ces personnes buvaient du sang d'animaux, dans le cadre de rites de magie noire. Et donc, une dizaine de vampires ont été attaqués par des villageois. Ils ont été alors lynchés à mort par des centaines de personnes hystériques qui leur jetaient des pierres. Là, les autorités du pays ont dû imposer un couvre-feu d'1 mois pour que la situation se calme, à cause de vampires. Donc, en conclusion, entre le loup-garou et le vampire, en tant que vampire, vous pouvez vous faire buter par une gousse d'ail, un pieu dans le cœur, de l'eau bénite, un crucifix et même la lumière du soleil. Bref, au final, c'est peut-être un peu plus relou. Vous êtes emmerdé tous les jours avec ça, quoi. Tandis que le loup-garou, voilà, c'est 3 nuits par mois, le reste du temps, il est quand même pépère. Il suffit qu'il se prenne un petit Airbnb pendant cette période, il va dans la forêt, tranquillou, dans une cave, on n'en parle plus. D'ailleurs, ça devait arriver, mais notre cobaye Balthazar, vampire à ses heures perdues, il a fini par se faire choper, et là, ça se passe pas de ouf pour lui. Voilà la fin de cette expérience. Du coup, vous avez vu que être un vampire, c'est quand même plus emmerdant qu'être un loup-garou. Même si la vie de loup-garou n'est pas non plus folle. N'hésitez pas en commentaire à débattre de ce sujet hautement polémique. Et sur ce, nous on se dit, voilà, à la prochaine vidéo. Bye bye.